Pendant près de 8 ans, Sarah Weber et son mari, Daniel, ont mené une vie apparemment exemplaire dans leur maison coloniale à 2 étages située à Maple Grove, une banlieue tranquille à 30 minutes de Richmond, en Virginie. Leur rue était bordée de pelouses, soigneusement entretenues, de drapeaux américains accrochés aux porches et de voisins qui saluaient poliment lors de leurs joggings matinaux. Les Weber s'intégraient parfaitement dans ce paysage de stabilité bourgeoise. Daniel travaillait comme coordinateur logistique senior pour une entreprise de distribution régionale. Son poste exigeait de longues heures de travail, de fréquentes vérifications d'inventaire pendant la nuit et parfois des gardes le week-end pendant les périodes de forte activité. Il partait presque tous les matins avant l'aube et rentrait souvent bien après le dîner. Malgré un emploi du temps chargé, il a conservé le même emploi pendant plus de 10 ans dans la même entreprise. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de fiable, soucieux du détail et distant sur le plan professionnel. Il ne fréquentait que rarement ses collègues, en dehors des événements obligatoires organisés par l'entreprise. Sarah avait mis sa carrière d'hygiéniste dentaire entre parenthèses après la naissance de leur fille Emma. Elle avait l'intention de reprendre le travail une fois qu'Emma serait entrée à la maternelle. Mais ses calculs financiers lui ont montré que les frais de garde équivalaient presque à son revenu potentiel. Ils ont décidé qu'elle resterait à la maison, au moins temporairement. Sarah remplissait ses journées avec les groupes de jeux, les rendez-vous chez le pédiatre, les courses et le cycle sans fin de la lessive et de la préparation des repas qui caractérisent les débuts de la maternité. Leur fille Emma venait d'avoir 3 ans. C'était une enfant calme, qui se contentait de jouer seule avec ses peluches et ses blocs de construction. Les voisins faisaient parfois des commentaires sur son bon comportement lors des rares occasions où Sarah l'emmenait à des réunions communautaires. Emma pleurait rarement en public et semblait à l'aise avec la routine. Son développement suivait les étapes normales, même si son pédiatre avait remarqué qu'elle était légèrement réservée par rapport aux autres enfants de son âge, plus extravertis. La maison des Weber fonctionnait selon un rythme prévisible. Le réveil de Daniel sonnait tous les matins à 4h45. Sarah se réveillait peu après pour lui préparer son café et son déjeuner, une habitude qu'elle avait conservée depuis le début de leur mariage. Ils échangeaient quelques mots sur la journée à venir, rarement plus que des informations logistiques. Daniel partait à 5h30. Sarah passait ses matinées avec Emma, s'occupant des tâches ménagères pendant la sieste et préparant le dîner à l'heure où Daniel rentrait généralement. Les soirées suivaient un schéma classique. Daniel mangeait rapidement, souvent debout devant le comptoir de la cuisine, tout en consultant ses emails professionnels sur son téléphone. Il passait peu de temps avec Emma, généralement juste le temps de lui souhaiter bonne nuit avant qu'elle aille se coucher à 19h30. Ensuite, il se retirait dans le petit bureau qu'il avait aménagé dans le sous-sol, prétextant des tâches administratives ou des rapports d'inventaire qui requéraient son attention. Sarah regardait généralement la télévision seule dans le salon jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment fatiguée pour aller se coucher. Leur mariage n'était pas marqué par des conflits, mais il n'était pas non plus empreint de chaleur. Ils fonctionnaient comme des partenaires pratiques gérant un foyer, plutôt que comme des compagnons romantiques. L'affection physique avait diminué progressivement au fil des ans. Ils ne se tenaient plus la main pendant les promenades et ne s'embrassaient plus que brièvement lorsque Daniel partait au travail. Sarah attribuait cela à la fatigue et à l'évolution naturelle des relations à long terme. Elle avait lu des articles suggérant que c'était normal après l'arrivée des enfants. Les amis de Sarah de l'université s'étaient éloignés après qu'elle ait arrêté de travailler. La plupart avaient déménagé dans d'autres villes ou n'avaient pas eu d'enfants, ce qui rendait leur vie de plus en plus difficile à comparer à la sienne. Elle entretenait des relations superficielles avec d'autres mères du groupe de jeux du quartier, mais ces relations dépassaient rarement le cadre des activités programmées. Les conversations restaient légères, axées sur les étapes importantes du développement des enfants, les pédiatres recommandés et les plaintes concernant le manque de sommeil. Sarah ne parlait jamais de son mariage avec elle. La stabilité financière n'était jamais un souci. Le salaire de Daniel couvrait leur hypothèque, les paiements pour la voiture, les factures et les courses, et il leur restait suffisamment d'argent pour faire de modestes économies. Ils n'étaient pas riches,
mais ils étaient à l'abri du besoin. La maison avait été achetée pendant une période favorable sur le marché, et ils avaient réussi à la refinancer à un taux plus bas 3 ans auparavant. Ils n'avaient pas de dette de carte de crédit, pas de prêts en cours en dehors de l'hypothèque et d'un véhicule. Selon les normes américaines en banlieue, ils s'en sortaient bien. La famille de Daniel vivait à l'autre bout du pays, dans l'Oregon, et leur rendait rarement visite. Ses parents étaient âgés et avaient du mal à se déplacer. Ils s'appelaient par vidéo une fois par mois, pour de brèves conversations qui ne dépassaient jamais le stade des sujets superficiels. Les parents de Sarah étaient décédés dans un accident de voiture 2 ans avant la naissance d'Emma, la laissant sans famille, proche à proximité. Cet isolement signifiait que les Weber fonctionnaient comme une unité indépendante, avec un soutien ou une observation extérieure limitée. La maison elle-même reflétait leur approche pratique de la vie. Le mobilier était fonctionnel plutôt qu'élégant, acheté chez des détaillants de milieu de gamme qui mettaient l'accent sur la durabilité. Les murs étaient ornés de quelques photos encadrées de leur mariage et des premiers mois d'Emma, mais aucune image récente. Le salon comprenait un grand téléviseur, un canapé d'angle et une table basse perpétuellement recouverte des jouets d'Emma. La cuisine était propre mais sans particularité, équipée d'appareils électroménagers standards qui fonctionnaient correctement. La routine quotidienne de Sarah tournait autour des besoins d'Emma. Elle préparait le petit déjeuner, organisait les moments de jeu, gérait les horaires de sieste et s'occupait des nombreuses petites tâches nécessaires au bien-être d'un enfant en bas âge. Le travail était répétitif et épuisant, mais elle trouvait des moments de joie dans les petites découvertes et les progrès d'Emma. Elle consignait ces moments dans un journal qu'elle tenait de manière sporadique, écrivant des notes chaque fois qu'Emma faisait quelque chose de remarquable. Au cours des derniers mois, Sarah avait remarqué de subtils changements dans le comportement de Daniel. Il semblait plus distrait pendant les brefs moments où ils interagissaient. Lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée, ses réponses étaient encore plus courtes que d'habitude. Il consultait son téléphone plus fréquemment pendant le dîner, sortant souvent pour prendre des appels qu'il prétendait être liés à son travail. Ces changements étaient suffisamment mineurs pour que Sarah ne s'en inquiète pas. Elle supposait qu'il reflétait une pression accrue au travail. Daniel avait également commencé à passer plus de temps dans son bureau au sous-sol. Auparavant, il terminait son travail du soir en 1 heure et rejoignait Sarah à l'étage. Désormais, il restait en bas pendant 2 ou 3 heures presque tous les soirs, ne remontant que pour aller directement se coucher. Lorsque Sarah lui demandait ce qui lui demandait autant d'attention, il mentionnait un nouveau logiciel d'inventaire et des exigences accrues en matière de rapport. L'explication semblait plausible compte tenu de son travail. Leur relation physique était devenue pratiquement inexistante. Des mois s'écoulaient entre leurs rapports intimes, et lorsqu'ils avaient lieu, ils semblaient mécaniques et brefs. Sarah avait essayé à plusieurs reprises de renouer le contact, mais elle se heurtait à des excuses liées à la fatigue ou à des obligations matinales. Elle se disait que c'était normal pour les couples ayant de jeunes enfants et des horaires de travail exigeants. De nombreux articles qu'elle avait lus en ligne confirmaient que l'intimité conjugale diminuait souvent à cette étape de la vie. Malgré ces petites tensions, rien dans leur vie ne suggérait une instabilité ou un danger. Il n'y avait pas de dispute, pas de cris, pas d'incident qui justifiait l'inquiétude des voisins ou des autorités. Les Weber se présentaient comme une famille américaine standard, confrontée aux défis ordinaires du travail, de la parentalité et de la vie en banlieue. Leur maison était calme. Leurs factures étaient payées et leur enfant était en bonne santé. À tous égards, tout allait bien. Sarah ressentait parfois un vague sentiment de solitude qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer. Les conversations entre adultes qui ne portaient pas sur la logistique et les sujets liés aux enfants lui manquaient. Elle regrettait de ne pas être considérée comme autre chose qu'une mère et une femme au foyer. Mais ses sentiments semblaient ingrats, compte tenu de la stabilité de son foyer et de la bonne santé de sa fille. Elle les repoussait, se disant que cette phase de sa vie était temporaire et que les choses s'amélioreraient une fois qu'Emma aurait commencé l'école. Le babyphone était posé sur la table de chevet de Sarah,
un modèle vidéo standard qu'ils avaient acheté lorsqu'Emma avait quitté leur chambre pour s'installer dans sa propre chambre à l'âge de 18 mois. Sarah ne regardait plus beaucoup l'écran, car Emma dormait presque toutes les nuits sans incident. L'appareil était devenu un équipement de fond, que l'on ne remarquait que lorsqu'Emma appelait ou faisait des bruits inhabituels. Ni Sarah ni Daniel n'y prêtaient beaucoup attention pendant leur routine du soir. Dans cet environnement au rythme prévisible et à la stabilité apparente, personne ne se doutait qu'un appareil courant utilisé par les parents allait bientôt fournir des preuves qui allaient bouleverser tout ce que la famille Weber semblait être. La maison restait calme, les voisins ignoraient tout, et la vie suivait son cours habituel, sans rien laisser présager de ce qui allait se passer. Le changement a commencé un mercredi soir, fin avril. Sarah avait passé l'après-midi chez le dentiste pédiatrique pour Emma, qui avait besoin d'un nettoyage de routine. La visite a duré plus longtemps que prévu en raison de retard dans le planning, et elles sont arrivées à la maison près d'1 heure après l'heure habituelle de la sieste d'Emma. La petite fille était grincheuse et épuisée. Elle pleurait pendant son goûter et refusait de se calmer. Sarah a porté Emma à l'étage, espérant que l'environnement familier de sa chambre la calmerait. Elle a changé Emma pour lui mettre des vêtements confortables, a tamisé les lumières et s'est assise dans le fauteuil à bascule qu'elle gardait près du berceau. Emma a lutté contre le sommeil pendant 20 minutes, son petit corps tendu par la fatigue. Sarah a fredonné doucement, se balançant à un rythme régulier jusqu'à ce qu'Emma finisse par céder à la fatigue. Une fois Emma endormie, Sarah l'a transférée avec précaution dans son berceau et a activé le babyphone. Elle a remarqué que l'indicateur de batterie indiquait un niveau de charge faible. L'appareil n'avait pas été branché régulièrement au cours des dernières semaines, et la batterie rechargeable avait commencé à se décharger plus rapidement. Sarah s'est fait une note mentale de le laisser brancher pendant la nuit. Elle descendit pour commencer à préparer le dîner. Daniel lui avait envoyé un SMS plus tôt pour lui dire qu'il serait à la maison à 6 heures, ce qui était plus tôt que d'habitude. Sarah décida de préparer un repas plus copieux que ses plats rapides habituels. Elle assaisonna des blancs de poulet, prépara des légumes à rôtir et mit du riz à cuire dans le cuiseur. La cuisine s'emplit d'une odeur d'ail et d'herbes aromatiques. Daniel est arrivé à 6 heures pile, ce qui était inhabituel étant donné son imprévisibilité habituelle. Il a salué Sarah d'un bref signe de tête et s'est dirigé directement vers la chambre pour se changer. Quand il est revenu dans la cuisine, il semblait distrait, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises pendant que Sarah dressait les assiettes. Ils ont mangé dans un silence presque total, Daniel faisant défiler ses messages entre 2 bouchées. Après le dîner, Daniel a mentionné qu'il devait s'occuper de rapports d'inventaire urgents et a disparu dans le bureau du sous-sol. Sarah a nettoyé la cuisine, rempli le lave-vaisselle et s'est installée sur le canapé du salon avec un livre qu'elle essayait de terminer depuis des semaines. Elle a lu la même page 3 fois sans en comprendre le sens, son esprit vagabondant vers la distance croissante qu'elle ressentait dans son mariage. Vers 20h30, Sarah entendit un faible bruit provenant du récepteur du babyphone qu'elle avait laissé sur la table basse. Ce n'était pas Emma qui pleurait, mais plutôt un faible murmure de voix. Elle prit le petit écran et regarda l'affichage. L'image montrait la chambre d'Emma en mode vision nocturne, la petite fille dormant paisiblement dans son berceau. Le bruit continuait, étouffé mais distinct. Sarah augmenta légèrement le volume. Les voix devinrent plus claires, mais restaient difficiles à comprendre. C'étaient des voix d'adultes, qui ne provenaient certainement pas de la chambre d'Emma. Sarah comprit soudain que le moniteur captait le son provenant d'un autre endroit de la maison. Les murs étaient fins, et le son se propageait facilement à travers le système de ventilation. Elle avait déjà entendu de cette manière certaines conversations téléphoniques de Daniel. Elle écouta plus attentivement. La voix était celle de Daniel, qui parlait d'un ton qu'elle lui connaissait rarement. Elle était plus douce, presque gentille, complètement différente de son ton habituel, sec et professionnel. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais le rythme suggérait une conversation personnelle, plutôt qu'un appel lié au travail. Il y avait des pauses, comme s'il répondait à quelqu'un à l'autre bout du fil. Sarah se leva et se dirigea vers la porte du sous-sol. Elle l'ouvrit doucement et descendit 3 marches, s'arrêtant là où elle pouvait entendre plus clairement.
La voix de Daniel remontait par la cage d'escalier. Il était sans aucun doute au téléphone, parlant sur ce même ton doux et inhabituel. Elle saisit des fragments de phrases, des mots comme « tu me manques » et « j'ai hâte », des expressions qui semblaient inappropriées dans une communication professionnelle. Elle remonta à l'étage, le cœur battant. Elle se dit qu'elle réagissait de manière excessive, que Daniel était peut-être simplement en train de parler à un vieil ami ou à un membre de sa famille. Mais le ton de sa voix la dérangeait. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi à ses parents ou à son frère. Il y avait dans sa voix une intimité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Sarah retourna s'asseoir sur le canapé et reprit le babyphone. Le son continuait par intermittence. Elle entendit Daniel rire, un rire sincère qu'elle ne se souvenait pas avoir entendu récemment. Le contraste entre la chaleur de sa voix pendant cette conversation et la froideur qu'il maintenait avec elle créait un nœud d'anxiété dans sa poitrine. Elle envisagea de le confronter directement, mais hésita. Que dirait-elle? Qu'elle avait entendu une conversation téléphonique grâce au babyphone. Cela semblait intrusif, même si cette découverte était accidentelle. Elle craignait également sa réaction. Si elle se trompait, elle détruirait le peu de confiance qui restait entre eux. Si elle avait raison, elle n'était pas sûre de vouloir connaître la vérité. La conversation prit fin au bout d'une quinzaine de minutes. Sarah entendit la porte du sous-sol s'ouvrir et coupa rapidement le son du moniteur, faisant semblant de lire son livre. Daniel traversa le salon sans s'arrêter, se dirigeant vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Il revint et resta un instant dans l'embrasure de la porte. « Je vais finir un peu de travail, puis je vais me coucher, » dit-il. Son ton était redevenu neutre comme d'habitude. Sarah acquiesça sans lever les yeux de son livre. Daniel disparut à l'étage inférieur. Elle attendit d'entendre la porte du bureau se fermer avant de relâcher le souffle qu'elle retenait. L'anxiété persistait, s'installant dans son estomac comme une pierre. Au cours des jours suivants, Sarah devint hyper consciente des habitudes de Daniel le soir. Elle remarqua qu'il recevait plus d'appels téléphoniques qu'elle ne l'avait remarqué auparavant. Il les prenait toujours au sous-sol et ils duraient toujours entre 15 et 20 minutes. Elle commença à prêter attention à ses expressions lorsqu'il sortait de ses appels. Il y avait une subtile différence dans son comportement, une légère légèreté qui s'estompait quelques minutes après son retour dans les pièces communes. Sarah a commencé à vérifier le babyphone plus fréquemment, non pas pour surveiller Emma, mais pour écouter des fragments des conversations de Daniel. La qualité audio était mauvaise et le son irrégulier, mais elle en a entendu suffisamment pour confirmer une tendance. Les appels avaient lieu presque tous les soirs. Le ton était toujours le même, doux et chaleureux. Elle n'entendait jamais assez pour comprendre des phrases entières, mais certains mots ressortaient parfois clairement. Des mots tendres, des expressions de désir, rien qui puisse appartenir à un appel professionnel. Elle se sentait coupable de cette surveillance, comme si elle violait la vie privée de Daniel. Mais sa culpabilité était éclipsée par une crainte grandissante. Il se passait quelque chose que Daniel cachait délibérément. Le fait de réaliser que son mari menait une vie secrète, même si elle n'en comprenait pas encore la nature, a profondément changé sa perception de leur mariage. Sarah se demanda si Daniel avait une liaison. Cette pensée était dévastatrice, mais aussi étrangement clarifiante. Cela expliquerait la distance émotionnelle, le manque d'intimité physique, les heures passées isolées dans le sous-sol. Elle essaya de se souvenir s'il y avait d'autres signes qu'elle avait manqués. Y avait-il eu des dépenses inexpliquées sur les relevés de cartes de crédit? Des absences inhabituelles? Des changements dans son apparence ou ses habitudes de toilette? Elle examina attentivement leurs finances en accédant à leur compte bancaire commun en ligne. Il n'y avait aucune transaction suspecte. Les habitudes de dépenses de Daniel restaient cohérentes et ennuyeuses. Courses, essence, achats occasionnels de déjeuner près de son lieu de travail. Pas de frais d'hôtel, pas de retrait d'argent inexpliqué, pas de cadeaux achetés pour quelqu'un d'autre qu'Emma pour son anniversaire. Son emploi du temps professionnel était documenté par des confirmations par email et des virements bancaires. Les longues heures de travail semblaient légitimes, d'après les horodatage des communications de son entreprise. S'il voyait quelqu'un d'autre, il le faisait sans laisser de traces financières ou d'emploi du temps évidentes.
Sarah passait en revue toutes les possibilités dans sa tête. Peut-être que ses appels étaient innocents. Peut-être qu'elle imaginait une crise à partir d'informations incomplètes. Mais elle avait toujours cette boule au ventre. Quelque chose n'allait pas. La maison qui lui semblait prévisible et stable était désormais comme une scène de théâtre, où chacun jouait un rôle tout en cachant sa véritable personnalité. Elle voulait parler à quelqu'un, mais n'avait personne à qui se confier. Les mères du parc étaient des connaissances, pas des amis. Elle n'avait ni frère, ni sœur, ni proches parents. Son isolement, qui lui semblait auparavant être un inconvénient mineur, lui apparaissait désormais comme un piège. Elle était seule avec ses soupçons et ses craintes, observant son mariage à travers un babyphone, attendant que quelque chose se clarifie. L'occasion se présenta un samedi matin, 2 semaines après sa découverte initiale. Daniel avait été appelé pour un travail d'inventaire urgent à la suite d'une erreur d'expédition qui nécessitait une documentation immédiate. Il quitta la maison avant 7 heures, disant à Sarah qu'il serait probablement absent jusqu'en début d'après-midi. Emma dormait encore lorsqu'il partit. Sarah passa la matinée dans un état d'attente anxieuse. Elle avait décidé que si Daniel recevait l'un de ses mystérieux appels ce soir-là, elle trouverait un moyen de l'entendre plus clairement. Le son fragmenté du babyphone ne suffisait pas. Elle avait besoin d'informations concrètes, quelque chose qui confirmerait ses craintes ou prouverait qu'elles étaient infondées. Pendant qu'Emma prenait son petit déjeuner, Sarah a recherché les fonctions du babyphone sur son téléphone. Elle a découvert que leur modèle particulier disposait d'une fonction d'enregistrement qu'elle n'avait jamais activée. Le manuel expliquait que l'appareil pouvait enregistrer des clips vidéo et audio sur une carte micro SD lorsqu'un mouvement ou un son était détecté. Sarah a localisé le logement pour carte SD à l'arrière de l'unité parentale et l'a trouvé vide. Elle se rendit dans un magasin d'électronique cet après-midi-là, pendant qu'Emma faisait la sieste, laissant le volume du babyphone à un niveau élevé, afin de pouvoir entendre si la petite se réveillait. Elle acheta une petite carte SD et rentra chez elle en moins de 20 minutes. Emma dormait toujours. Sarah inséra la carte dans le babyphone et activa la fonction d'enregistrement conformément aux instructions du manuel. L'appareil était désormais réglé pour capter tout son supérieur à un certain niveau de décibels, capté par la caméra installée dans la chambre d'Emma. Sarah l'a testé en parlant près de la chambre de bébé, puis a vérifié la fonction de lecture. L'enregistrement était clair. Elle ressentait à la fois de la détermination et de la honte. Il s'agissait d'une surveillance délibérée de son mari, mais elle ne voyait pas d'autre solution. Daniel est rentré à la maison vers 2 heures de l'après-midi, épuisé et irritable. Il a à peine parlé pendant le déjeuner, a mangé rapidement et a annoncé qu'il avait besoin de se reposer. Il est monté à l'étage et s'est endormi sur leur lit, tout habillé. Sarah occupa Emma en bas, en construisant des tours avec des blocs et en lui lisant des livres d'images à voix basse. Daniel se réveilla vers 5 heures et consulta immédiatement son téléphone. Sarah l'observa depuis le seuil de la cuisine et vit son expression changer légèrement. Un bref sourire effleurait son visage avant qu'il ne remarque qu'elle le regardait. Le sourire disparut. Il se leva et s'étira, annonçant qu'il avait des emails professionnels à traiter avant le dîner. Il est descendu au sous-sol. Sarah a attendu 10 minutes, puis a vérifié le babyphone. Le voyant d'enregistrement était allumé. Elle pouvait entendre de faibles bruits à travers le haut-parleur, le grincement de la chaise de bureau de Daniel, le cliquetis des touches de l'ordinateur. Puis sa voix, d'abord faible, est devenue progressivement plus claire. « Salut !» a-t-il dit, d'un ton immédiatement plus doux que celui qu'il utilisait avec Sarah. « Oui, je peux parler maintenant. Elle est à l'étage avec Emma. » Les mains de Sarah tremblaient, tandis qu'elle tenait le moniteur. Elle augmenta prudemment le volume, consciente qu'Emma jouait à proximité et pourrait poser des questions auxquelles Sarah ne saurait répondre. « Je sais, tu me manques aussi, » continua Daniel. « Cette semaine a été impossible. J'ai à peine le temps de réfléchir, encore moins de m'évader. » Il y eut une pause tandis qu'il écoutait son interlocuteur. « Non, rien n'a changé. Tout est comme avant. C'est comme vivre avec une colocataire. » Sarah ressentit ces mots comme des coups physiques. Elle s'assit lourdement sur le canapé, le moniteur serré dans ses mains.
Emma leva les yeux de ses jouets, inquiète du mouvement soudain de sa mère, mais retourna jouer lorsque Sarah lui adressa un sourire forcé. La conversation de Daniel se poursuivit. « Je déteste ça. Je déteste faire semblant que tout va bien alors que je veux juste être avec toi. » Une autre pause. « J'y ai réfléchi. J'essaie juste de trouver la bonne façon de faire. Emma complique tout, tu le sais bien. » La vue de Sarah se brouilla. Elle s'essuya rapidement les yeux, ne voulant pas qu'Emma la voie pleurer. La confirmation qu'elle avait recherchée lui semblait désormais insupportable. Daniel avait une liaison. Il parlait de partir. Leur mariage n'était qu'une comédie qu'il supportait en attendant de pouvoir s'échapper. « Mardi, ça pourrait marcher, » dit Daniel. « Je peux lui dire que j'ai des inventaires à faire. On pourrait se voir pendant quelques heures au moins. » Sa voix trahissait une impatience que Sarah n'avait jamais entendue lorsqu'il s'agissait de passer du temps avec elle ou Emma. « Je t'enverrai un SMS demain avec les détails. Je dois y aller avant qu'elle ne se méfie. » L'appel prit fin. Sarah entendit la chaise de bureau bouger, puis des pas dans l'escalier menant au sous-sol. Elle baissa rapidement le volume du moniteur et le glissa entre les coussins du canapé. Daniel apparut dans l'embrasure de la porte du salon. « Je vais prendre une douche avant le dîner, » dit-il. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Sarah le fixa du regard. Cet homme avec qui elle vivait depuis 8 ans et qui lui semblait désormais être un parfait inconnu. « Des restes, » parvint-elle à dire. « Il y a du poulet d'hier. » Daniel acquiesça et monta à l'étage. Sarah resta figée sur le canapé, Emma jouant joyeusement à ses pieds, inconsciente que le monde de sa mère venait de s'écrouler. Le babyphone continuait d'enregistrer, conservant la preuve de la conversation qui venait de briser la façade de leur famille. Sarah attendit d'entendre l'eau couler dans la douche, puis récupéra le moniteur et arrêta l'enregistrement. Elle navigua jusqu'aux fichiers enregistrés et trouva le clip. Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Supprimer » pendant plusieurs secondes. Une partie d'elle voulait l'effacer, faire comme si elle n'avait rien entendu, continuer à vivre dans le confortable engourdissement de leur routine. Mais elle ne l'effaça pas. Elle enregistra le fichier et retira la carte SD, qu'elle cacha dans son coffret à bijoux sous des boucles d'oreilles qu'elle ne portait jamais. La preuve était en sécurité. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait en faire, mais elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour décider comment affronter une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. La soirée s'écoula dans une normalité surréaliste. Daniel mangea du poulet réchauffé. Emma babilla à propos d'un dessin animé qu'elle avait regardé. Sarah s'affaira à débarrasser la table et à préparer Emma pour aller au lit, l'esprit distant et engourdi. Daniel se retira au sous-sol comme d'habitude, et Sarah s'assit seule dans le salon, le regard perdu dans le vide, essayant de comprendre ce qui allait se passer ensuite. Sarah dormit à peine cette nuit-là. Allongée à côté de Daniel dans leur lit, elle écoutait sa respiration régulière, se demandant comment ils pouvaient dormir si paisiblement alors qu'ils prévoyaient activement d'abandonner leur famille. Le moindre bruit provenant de la chambre d'Emma et capté par le moniteur la faisait sursauter. L'appareil était passé d'un outil parental à une preuve de trahison. Le lundi matin, Sarah avait pris une décision. Elle avait besoin de plus d'informations avant de confronter Daniel. La seule conversation enregistrée confirmait une liaison, mais ne fournissait aucun détail sur l'autre personne, le calendrier ou les intentions réelles de Daniel. Elle devait comprendre toute l'étendue de la situation avant de décider de la suite. Daniel partit travailler à l'heure habituelle. Sarah donna le petit déjeuner à Emma et tenta de maintenir une routine normale, mais son esprit était ailleurs. Elle repassait sans cesse la conversation qu'elle avait entendue, analysant chaque mot à la recherche d'un sens supplémentaire. Daniel avait mentionné mardi comme date possible pour leur rencontre. Cela lui laissait moins de 24 heures pour se préparer. Après avoir couché Emma pour sa sieste matinale, Sarah ouvrit l'ordinateur portable de Daniel. Il le laissait généralement sur le comptoir de la cuisine, protégé par un mot de passe mais non caché. Elle n'avait jamais essayé d'y accéder auparavant, respectant sa vie privée et n'ayant aucune raison de fouiner. Maintenant, cette limite lui semblait sans importance. Elle essaya d'abord les mots de passe évidents, la date de naissance d'Emma, leur anniversaire de mariage, le nom de jeune fille de sa mère,
Aucun ne fonctionnait. Elle resta assise, frustrée et anxieuse, à fixer l'écran de connexion. Puis elle se souvint du chien de Daniel lorsqu'il était enfant, un golden retriever nommé Buster dont il parlait parfois. Elle tapa le nom. L'ordinateur portable se déverrouilla. Les mains de Sarah tremblaient, tandis qu'elle naviguait vers ses emails. La boîte de réception contenait principalement des correspondances professionnelles, des manifestes d'expédition, des rapports d'inventaire, exactement ce à quoi elle s'attendait. Elle chercha quelque chose de personnel, parcourant les objets et les noms des expéditeurs. Rien ne semblait suspect dans son compte principal. Puis elle remarqua qu'il avait configuré plusieurs profils de messagerie dans l'application. L'un était son adresse professionnelle. Un autre était leur compte familial commun utilisé pour les factures du ménage et le pédiatre d'Emma. Le troisième compte, elle ne le reconnut pas. C'était une adresse Gmail avec une combinaison aléatoire de chiffres, clairement créée pour préserver la confidentialité. Elle cliqua dessus. La boîte de réception se chargea lentement, révélant des dizaines de messages. Son estomac se noua lorsqu'elle commença à lire. Les emails étaient des échanges avec quelqu'un nommé Alex. Les messages étaient intimes, remplis d'expressions d'affection et de plans détaillés pour de futures rencontres. Sarah a fait défiler des mois de correspondance, chaque message étant plus douloureux que le précédent. Mais à mesure qu'elle lisait plus attentivement, la confusion a commencé à remplacer sa colère. Le ton des emails était affectueux, mais quelque chose semblait bizarre. Les messages d'Alex faisaient référence à des expériences et des activités qui ne correspondaient pas à une liaison classique. Il y avait des discussions sur les groupes de soutien, sur le coming out auprès des membres de la famille, sur les défis de vivre authentiquement. Sarah ouvrit un fil de discussion datant de 3 mois plus tôt. Daniel avait écrit « Je ne peux plus continuer à faire semblant. Chaque jour, j'ai l'impression de mentir, à elle, à Emma, à moi-même. Mais je ne sais pas comment lui dire la vérité. » Alex avait répondu « Tu dois d'abord être honnête avec toi-même. Vivre ainsi te détruit. Elle mérite de savoir avec qui elle est réellement mariée. » Sarah a lu l'échange 3 fois, sa compréhension évoluant à chaque lecture. Il ne s'agissait pas d'une autre femme. Cette prise de conscience l'a frappée avec une force désorientante. Daniel n'avait pas une liaison traditionnelle. Il était en couple avec un homme. Elle a continué à lire, trouvant d'autres preuves dans les messages précédents. Daniel parlait de sa confusion quant à sa sexualité, de sa peur du jugement, de sa culpabilité vis-à-vis de la vie qu'il avait construite avec Sarah sous de faux prétextes. Alex semblait être quelqu'un qu'il avait rencontré via un groupe de soutien en ligne, pour les hommes mariés en proie à des questionnements sur leur identité sexuelle. La chronologie devint plus claire à mesure que Sarah remontait dans la correspondance. Daniel et Alex communiquaient depuis plus d'1 an. Ils s'étaient rencontrés 2 fois en personne, à chaque fois, alors que Daniel prétendait faire des heures supplémentaires pour vérifier les stocks. Leur relation était romantique et émotionnelle, mais les emails suggéraient que leur contact physique était limité. Alex vivait à 3 heures de route, à Washington, D.C. Sarah ferma l'ordinateur portable et resta assise, stupéfaite et silencieuse. Son interprétation du comportement de Daniel était complètement erronée. Elle s'était préparée à la douleur d'être remplacée par une autre femme. Cette vérité était plus compliquée et, d'une certaine manière, plus dévastatrice. Tout leur mariage était fondé sur le déni et l'apparence. Elle repensa au jour de leur mariage, aux vœux qu'ils avaient échangés, à la vie qu'ils avaient planifiée ensemble. Daniel savait-il déjà à l'époque? Espérait-il que le mariage le changerait? Ou avait-il découvert cette vérité sur lui-même seulement récemment? Les emails suggéraient une longue lutte, des années à réprimer quelque chose de fondamental dans son identité. Les émotions de Sarah passèrent rapidement de la colère à la tristesse, à la confusion, puis à quelque chose qui s'apparentait à de la sympathie. Daniel souffrait aussi, piégé dans une vie qui ne lui convenait pas. Mais il l'avait également piégée, en fondant une famille avec elle, alors qu'il savait ou soupçonnait qu'il ne pourrait pas s'engager pleinement dans leur mariage. Elle était une victime collatérale de son cheminement vers la compréhension de soi. La voix d'Emma retentit dans le babyphone, signalant la fin de la sieste. Sarah ferma l'ordinateur portable, le remit à sa place exacte sur le comptoir
et monta chercher sa fille. Elle changea la couche d'Emma et la descendit, accomplissant ses gestes familiers, tandis que son esprit tournait à toute vitesse avec cette nouvelle information. Ce soir-là, Daniel rentra à l'heure habituelle. Sarah l'observa interagir avec Emma, le voyant désormais différemment. Il était tendre avec leur fille d'une manière qu'il n'avait jamais été avec Sarah. Il lui lut une histoire pour s'endormir avec une chaleur sincère dans la voix. Après qu'Emma se fut endormie, il embrassa son front et resta longtemps à la regarder avant de quitter la chambre. Sarah attendit que Daniel descende au sous-sol avant de récupérer le babyphone. Elle avait besoin d'entendre sa prochaine conversation avec Alex, maintenant qu'elle comprenait le contexte. La fonction d'enregistrement était toujours active. L'appel de Daniel arriva à 20h15, comme prévu. « Je pense lui dire cette semaine », dit Daniel. Sa voix trahissait à la fois de la peur et de la détermination. « Je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est juste pour personne, surtout pas pour Emma. » Sarah écouta toute la conversation de Daniel à travers le moniteur cette nuit-là. Alex l'encourageait à être honnête avec Sarah, à ne plus repousser l'inévitable. Daniel exprimait sa crainte de la réaction de Sarah, son inquiétude au sujet des arrangements pour la garde, ses préoccupations quant à ce que leur famille et leurs voisins pourraient penser. Il semblait épuisé, émotionnellement vidé par le fait de maintenir cette mascarade. Une fois l'appel terminé, Sarah prit sa décision. Elle n'attendrait pas que Daniel trouve le courage de lui dire. Elle allait le confronter directement, selon ses propres conditions. Elle avait besoin de contrôler au moins un aspect de cette situation qui avait complètement échappé à son contrôle. Le lendemain matin, mardi, Sarah a demandé à la mère de Daniel de garder Emma pendant l'après-midi. Elle a inventé une histoire de rendez-vous chez le dentiste, quelque chose qui nécessitait une sédation et l'empêcherait de s'occuper d'Emma après. La mère de Daniel a accepté sans hésiter, ravie de passer du temps avec sa petite fille. Sarah déposa Emma à midi et rentra chez elle. Daniel était au travail et ne rentrerait pas avant le soir. Elle passa l'après-midi à se préparer, à mettre de l'ordre dans ses pensées et à se préparer mentalement à ce qui l'attendait. Elle récupéra la carte SD dans son coffret à bijoux et la plaça dans le babyphone, sélectionnant l'enregistrement le plus récent. Elle imprima également plusieurs emails provenant du compte secret de Daniel, sélectionnant les messages qui décrivaient clairement sa relation avec Alex et son intention de quitter le mariage. Elle les a placés dans un dossier sur la table de la cuisine. Elle estimait nécessaire d'avoir des preuves matérielles, afin de ne pas se tromper dans son interprétation ou réagir de manière excessive. À 17h30, Sarah a envoyé un SMS à Daniel. « Peux-tu rentrer à la maison avant 18h? Nous devons parler. Emma est chez ta mère. » Elle a rédigé un message bref et neutre, sans donner aucune indication sur ce qui l'attendait. Daniel a répondu en quelques minutes. « Tout va bien ?» Sarah répondit. « Rentre à la maison, c'est tout. » Daniel arriva à 18h10, le visage marqué par l'inquiétude. Il trouva Sarah assise à la table de la cuisine, le dossier contenant les emails imprimés devant elle. Le babyphone était posé à côté, son petit écran affichant l'enregistrement sauvegardé, mis en pause sur 1 heure de la veille au soir. « Assieds-toi, » dit Sarah. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient légèrement sous la table. Daniel resta debout dans l'embrasure de la porte, les yeux passant du visage de Sarah au document sur la table, puis au moniteur. La compréhension se fit lentement sur son visage, suivie d'une panique visible. « Sarah, je peux t'expliquer, » commença-t-il. « Assieds-toi, » répéta-t-elle, plus fermement cette fois. Daniel se dirigea vers la chaise en face d'elle et s'assit lourdement. Il semblait plus petit, les épaules voûtées, son calme habituel complètement disparu. Sarah poussa le dossier vers lui à travers la table. « Je sais pour Alex. Je sais que tu avais l'intention de partir. Je sais tout. » Daniel ouvrit le dossier et fixa les emails imprimés. Il pâlit. « Depuis combien de temps le sais-tu? Est-ce important? » La voix de Sarah se brisa légèrement. Elle fit une pause pour reprendre le contrôle. « 2 semaines. J'ai entendu tes appels téléphoniques grâce au babyphone, puis j'ai trouvé ça. » Daniel ferma les yeux. « J'allais te le dire.
J'avais prévu de te le dire cette semaine. Après un an de mensonges, la colère de Sarah refit surface, brisant le calme qu'elle avait soigneusement maintenu. Après avoir construit toute cette vie avec moi en sachant que tout était faux. Ce n'était pas faux, dit Daniel doucement. Je t'aime, j'aime Emma, cela ne change rien. N'ose même pas, rétorqua Sarah. Ne me dis pas que tu m'aimes alors que tu prévois une vie avec quelqu'un d'autre. Ne m'insulte pas plus que tu ne l'as déjà fait. Daniel se couvrit le visage de ses mains. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était étouffée. Je ne savais pas. Quand nous nous sommes mariés, je pensais pouvoir faire en sorte que ça marche. Je pensais que ce que je ressentais n'était que de la confusion, quelque chose que je pouvais refouler et ignorer. Et maintenant, demanda Sarah. Maintenant, je ne peux plus l'ignorer. Daniel baissa les mains et la regarda dans les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Je suis gai, Sarah. Je l'ai probablement toujours été. En t'épousant, j'essayais d'être ce que tout le monde attendait de moi, ce que je pensais devoir être. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sarah était déjà arrivée à cette conclusion grâce aux emails, mais entendre Daniel le dire directement avait un impact différent. Cela rendait la chose réelle et définitive. Alors, notre mariage n'était qu'une expérience, une couverture. La voix de Sarah tremblait de rage et de chagrin. « Non !» répondit Daniel désespérément. « Je tenais à toi. Je tiens toujours à toi. Je voulais que ça marche. J'ai tout fait pour que ça marche. » « Mais ça n'a pas marché, » dit Sarah d'un ton neutre. « Et au lieu d'être honnête avec moi, tu as commencé une relation avec quelqu'un d'autre pendant que je restais là à penser que nous traversions juste une mauvaise passe. Je suis désolé. » La voix de Daniel se brisa. « Je suis vraiment désolé, Sarah. Je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. Mais tu m'as fait du mal, tu me fais du mal. » Sarah se leva brusquement, ayant besoin de s'éloigner de lui. « Tu as détruit notre famille. Tu m'as fait croire que j'étais une mauvaise épouse, alors qu'en réalité, tu n'as jamais vraiment été mon mari. » Daniel se leva également et tendit la main vers elle. Sarah recula brusquement. « Ne me touche pas, » dit-elle. Ils se tenaient dans la cuisine, la table entre eux, les preuves imprimées de la vie secrète de Daniel éparpillées sur sa surface. La maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du bruit lointain de la tondeuse à gazon d'un voisin. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda finalement Daniel. Sarah avait réfléchi à cette question de manière obsessionnelle au cours des 2 dernières semaines. Elle avait envisagé de lui crier dessus, de le mettre immédiatement à la porte, d'appeler un avocat et d'entamer une procédure de divorce avec la plus grande agressivité possible. Mais debout là, le voyant brisé et honteux, elle ressentait quelque chose de plus compliqué que de la pure colère. « Maintenant tu pars, » dit-elle. « Fais tes valises. Va t'installer ailleurs. J'ai besoin de temps pour réfléchir sans toi ici. » Daniel acquiesça lentement. « Je peux voir Emma. Pas ce soir. Je la ramènerai à la maison après ton départ. Tu pourras la voir ce week-end, mais pas ici. » Daniel monta à l'étage sans discuter davantage. Sarah entendit les tiroirs s'ouvrir, la porte du placard coulisser, le bruit qu'il faisait en rassemblant ses affaires. Elle resta dans la cuisine, les yeux fixés sur le babyphone qui avait tout révélé. L'appareil conçu pour protéger leur fille avait au contraire dévoilé la vérité qui avait détruit leur famille. 20 minutes plus tard, Daniel descendit avec un sac de voyage et son ordinateur portable professionnel. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant Sarah avec une expression de profond regret. « Je vais trouver un hôtel pour cette nuit. Demain, je trouverai quelque chose de plus permanent. » Sa voix était creuse. « Je paierai l'hypothèque et toutes les factures. Rien ne change sur le plan financier. » Sarah acquiesça, mais ne dit rien. « Dis à Emma que je l'aime, » ajouta Daniel. « Ne lui fais pas croire que je l'ai abandonnée, s'il te plaît. »« Je ne mentirai pas à notre fille pour protéger ton image, » répondit Sarah froidement. « Mais je ne vais pas non plus la monter contre toi. Elle mérite mieux que ça. » Daniel sortit par la porte d'entrée. Sarah le regarda depuis la fenêtre charger son sac dans sa voiture et partir. La rue de banlieue était exactement comme d'habitude. Les voisins promenaient leurs chiens.
Les enfants faisaient du vélo, tout était normal et inchangé. Seule leur maison portait le poids de ce qui venait de se passer. Sarah attendit 15 minutes avant de partir chercher Emma. La mère de Daniel lui demanda si tout allait bien, remarquant qu'elle semblait bouleversée. Sarah lui donna une excuse vague, prétextant une mauvaise nouvelle d'un vieil ami, et la remercia d'avoir gardé Emma. Elle finirait par dire la vérité à la famille, mais pas ce soir. Emma bavarda joyeusement pendant le trajet du retour, inconsciente du fait que son père ne serait pas là à leur arrivée. Sarah la porta à l'intérieur et suivit leur routine habituelle du soir. Bain, dîner, histoire avant de se coucher. Elle serra Emma dans ses bras plus longtemps que d'habitude pendant la routine du coucher, respirant l'odeur propre des cheveux de sa fille, reconnaissante qu'Emma soit trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Une fois Emma endormie, Sarah s'assit seule dans le salon qu'elle avait occupé seule tant de soirs. Mais ce soir-là, la solitude lui semblait différente. Ce n'était plus une solitude temporaire au sein d'un mariage, mais le début d'une séparation définitive. Au cours des semaines suivantes, la procédure judiciaire commença. Sarah engagea un avocat spécialisé dans les divorces, recommandé par une femme de son groupe de jeu qui avait elle-même vécu une séparation l'année précédente. Daniel engagea son propre avocat. Ils ne communiquaient que par l'intermédiaire de leurs avocats et par de brefs SMS froids concernant l'emploi du temps d'Emma. L'accord de garde était simple. Emma resterait principalement avec Sarah. Daniel aurait d'abord des visites supervisées, puis une garde régulière le week-end, une fois qu'il aurait établi une situation de vie stable. Il emménagea dans un petit appartement en ville, plus proche de son lieu de travail, et, supposait Sarah, plus proche d'Alex. Sarah a dit à Emma que papa vivait ailleurs maintenant, que parfois les mamans et les papas décidèrent de ne plus vivre ensemble, mais que ses deux parents l'aimaient toujours beaucoup. Emma a accepté cela avec la capacité d'adaptation d'une enfant de 3 ans, demandant de temps en temps quand papa rentrerait à la maison, mais sans montrer de détresse évidente. Les voisins finirent par remarquer l'absence de Daniel. Sarah leur donna des explications minimales, confirmant seulement qu'ils s'étaient séparés et qu'ils étaient en instance de divorce. Elle ne discuta pas des raisons. Le réseau de commérage de banlieue comble les lacunes avec des spéculations, pour la plupart erronées, mais qui ne la concernaient pas. Sarah reprit le travail à temps partiel dans un cabinet dentaire, ayant besoin à la fois du revenu et de la structure que lui procurait un emploi. Emma commença à aller à la maternelle 3 matins par semaine. Leur vie prit un nouveau rythme, différent de celui d'avant, mais fonctionnel. Sarah s'étonna elle-même de sa capacité d'adaptation. Le babyphone restait sur la table de chevet de Sarah. Elle n'a jamais désactivé la fonction d'enregistrement. Parfois, tard dans la nuit, elle réécoutait les fichiers enregistrés, écoutant des fragments des conversations de Daniel avec Alex. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle continuait à faire cela, si c'était pour le punir ou pour essayer de comprendre. Finalement, elle a effacé tous les enregistrements et retiré la carte SD, qu'elle a rangée avec les papiers du divorce dans une boîte à archives dans son placard. 6 mois après le départ de Daniel, le divorce fut prononcé. La maison fut refinancée au nom de Sarah uniquement. Le soutien financier de Daniel fut officialisé par le tribunal. Il ne se voyait que lors des échanges d'Emma, de brèves interactions polies dans les allées et les parkings. Sarah apprit par des connaissances communes que Daniel vivait désormais ouvertement avec Alex. Ils avaient été vus ensemble dans des restaurants et lors d'événements communautaires dans la ville. Elle ne ressentit rien en apprenant cette nouvelle, ni jalousie ni colère, juste une vague prise de conscience que Daniel était en train de construire la vie qu'il souhaitait réellement. La maison familiale des Weber se dressait, inchangée, dans sa rue calme, impossible à distinguer des autres maisons coloniales à 2 étages qui l'entouraient. Mais à l'intérieur, tout avait changé. La famille qui accomplissait autrefois les rituels de la normalité suburbaine n'existait plus. Ce qui restait était plus petit et plus triste, mais aussi plus honnête. Sarah pensait parfois au babyphone, à la façon dont un appareil destiné à assurer la sécurité et la protection avait au contraire révélé une vérité dévastatrice. Elle se demandait si l'ignorance aurait été préférable, si elle aurait pu rester indéfiniment dans un déni confortable.
Mais elle en était arrivée à la conclusion que savoir, même si c'était douloureux, valait mieux que de vivre dans le mensonge. La maison était plus calme maintenant, avec seulement Sarah et Emma, mais elle n'était plus remplie de la tension des secrets tacites et de la normalité feinte. À sa manière, elle était devenue plus paisible, même dans sa rupture. Sarah n'avait pas choisi cette issue, mais elle apprenait à construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui restait.